Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par les éditions VK en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de notre émission est simple, un thème, 3 intervenants et plusieurs questions. Le thème que nous avons choisi pour cette émission est celui des DGS face aux enjeux de la transition écologique. Pourquoi ce titre ? Parce que l'écologie est devenue la nouvelle matrice des politiques publiques, pour reprendre la formule d'une des associations de directeurs généraux présentes aujourd'hui, la DGCF, pour ne pas la citer. Une chose est certaine, en tout cas, nous assistons aujourd'hui sur le sujet à une véritable prise de conscience des directrices et directeurs généraux, une prise de conscience dont il faut envisager concrètement la déclinaison managériale au quotidien. Une déclinaison tout d'abord au service d'un changement radical de point de vue en matière de déploiement des politiques publiques. Parmi les urgences apparaît un besoin d'outillage en compétences et connaissances des DG et DGA afin de les aider à agir, prioriser leurs décisions et conseiller les élus inégalement informés ou investis sur ces sujets. Pour en parler, 3 invités qui sont sur ce plateau, à la fois comme présidents de leurs syndicats ou de leurs associations professionnelles, chacune riche de travaux sur le sujet, mais aussi comme DGS, que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, Hélène Guillet, vous êtes DGS du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. On dit rarement le titre au long, mais je le fais. Vous êtes aussi président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Ensuite, Régis Petit, DGS de la communauté d'agglomération Seine-Eure et président de l'association des directeurs généraux des communautés de France, la DGCF, dont je parlais à l'instant. Et enfin, Bruno Paulmier, ancien DGS de Niort, ville pionnière dans la transition écologique. Vous êtes également président de l'ADT INET, qui est l'association des dirigeants territoriaux et anciens de l'INET. INET, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Institut national des études territoriales. Et enfin, vous êtes l'une des chevilles ouvrières du cycle supérieur de la transition de l'INET. Donc tout d'abord, bonjour à vous 3. Bonjour. Première question pour vous, Hélène Guillet. La question de la transition écologique ne remet-elle pas, les DGS face à l'essence même de leur mission. D'un côté, une vision globale, stratégique, d'accompagnement des élus et des agents, et de l'autre, une progression pas à pas selon les territoires, l'ingénierie et les différents facteurs extérieurs. Alors avant de répondre directement à la question, je voudrais rappeler quelques entrants. La question de la complexité est un premier entrant. Bon, sans enfoncer des portes ouvertes, cette complexité, elle est devenue sur tous les fronts et elle est devenue extrêmement importante. Elle est l'un des entrants avec lesquels les directions générales ont à composer. Le deuxième entrant... générale, au sens très large, évidemment, de normes, de nature des sujets, d'étendue des acteurs. Le deuxième entrant, c'est la nature des enjeux auxquels nous avons à faire face et leur étendue, qui dépasse largement des frontières administratives, qui vont sur des logiques internationales avec des impacts sous forme d'effets papillons. Le troisième entrant, c'est la question des rythmes. Hartmut Rosa l'a profondément bien décrit il y a déjà un certain nombre d'années. Ce rythme ne va pas en s'améliorant et cumulé aux 2 autres éléments et aux 2 autres entrants, on se retrouve face à une espèce de montagne insurmontable si on fixe la montagne. Et donc, premier élément, je crois, qui revisite la position des DG dans cet écosystème, c'est, vous l'avez dit en introduction, ne pas considérer les transitions comme une politique publique supplémentaire, mais bien comme un élément qui doit irriguer, innerver l'ensemble des réflexions et des actions. Et puis il y a 3 responsabilités qui en découlent, qui sont des responsabilités qui sont étroitement liées avec la fonction de direction générale. La première, c'est une responsabilité d'approche systémique
de concevoir l'ensemble des interventions, des réflexions et des actions de manière dans le cadre d'un système où le DG est un des éléments du système, parmi d'autres, certes important, mais un élément du système. Le deuxième élément très fort pour moi, c'est la question de la responsabilité autour du collectif qui relève de l'impulsion de la direction générale, sortir des logiques de cloisonnement vertical ou horizontal. Et le troisième élément qui est un élément aussi, une condition de réussite de cette approche transition, c'est la question du pragmatisme et du pratico-pratique. Parce qu'on ne passe pas du point A au point Z en un seul saut, ou alors il faut s'être entraîné longtemps, et du coup, on n'a pas le temps compte tenu des rythmes. Il faut donc y aller en pas à pas, en fonction des territoires, en collectif, parce que seul, c'est juste impossible de faire face aux complexités, et avec une profonde connaissance, conscience du système, et aussi des éléments sur lesquels nous n'avons pas la main en tant que dans ce système, puisqu'il y a évidemment des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main. Régis Petit, même question, peut-être pas exactement la même réaction. Il y a forcément des points de similitude et je vais rejoindre Hélène sur la partie complexité en fait de tout cela. Historiquement pour la DGCF, le métier de DGS revêt 3 dimensions. On est en matière de DGS d'Interco, on est forcément des développeurs. On pose des questions d'aménagement de territoire, on est des managers, forcément, des gestionnaires, des managers de ressources humaines, et puis on est aussi des intercesseurs. Finalement, on est à la tête d'intercommunalités au sein desquelles on trouve différentes communes, et donc on fait un peu ce point de médiation entre les élus, leurs orientations, les maires, les élus qui siègent à l'agglomération, et puis les services. Et donc en fait, on a ces 3 aspects à gérer. Alors c'est vrai qu'au cours des dernières années, l'aspect managérial a pris beaucoup de place. Mais de plus en plus, on voit bien que cette question écologique traverse un peu toutes les dimensions, et donc on doit la prendre en compte. Donc ça renvoie un peu à l'esprit initial d'ailleurs des lois Chevènement, cette question de la transition écologique. On doit la prendre en compte, et on voit bien que ça ne peut pas être une politique sectorielle qu'on vient additionner aux autres. Exactement, on se rejoint là encore sur ce point. Mais c'est un silo parmi tant d'autres. Exactement. Et d'ailleurs, si on le prend comme ça, nos projets de territoire, d'ailleurs, quand on compare les projets de territoire des différentes intercommunalités en France, il y en a 1254. Il y a souvent 3 aspects qui reviennent quasiment systématiquement: le développement économique, l'aspect environnemental et puis l'aspect social. Et en fait, on voit bien que la transition écologique vient un peu percuter tout cela, et qu'une approche en silo ne permettra pas de relever les défis qui sont devant nous. Alors, vous avez eu la gentillesse de citer une thématique sur laquelle on a beaucoup travaillé au cours des derniers mois, dernières années. La dernière année, finalement, à la DGCF, c'est « Et si la transition écologique devenait la matrice des politiques publiques ?» Eh bien, enlever le point d'interrogation. Ça me paraissait... Alors, ça va évoluer dans le temps. On a posé d'abord une question. D'ailleurs, on a produit un petit film, et puis on fera une version plus longue par la suite, mais sur cette question qui va devenir, qui est en fait en réalité une affirmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Mais en tout cas, on voit bien que si ça devient la matrice des politiques publiques, il va falloir qu'on change notre approche, et que ça va télescoper nos manières de fonctionner, y compris peut-être réorganiser nos équipes, interroger nos organigrammes. En tout cas, ça fait partie des questions qu'on va devoir se poser, parce que si c'est pas un silo, eh bien, on va devoir avoir une approche différente. Bruno Paulmier, je pense que ça, beaucoup de choses que vous avez entendues recoupent ce que vous pensez vous-même, et particulièrement le fait de surtout pas l'aborder en logique traditionnelle de silo, disons. Absolument. Ça part très très mal si on commence comme ça. Oui, bien sûr, et dans votre question d'origine, vision globale et progression pas à pas, moi j'entendais aussi le DGS facteur de changement, et en même temps facteur de sécurité dans l'organisation de la collectivité et dans les métiers. Alors, vous l'avez dit tous les deux aussi,
il y a une notion d'hétérogénéité des territoires et des situations, parce que DGS, ça peut être de quelques dizaines d'agents à quelques milliers d'agents, voire dizaines de milliers d'agents dans les plus grandes collectivités. Donc il faut intégrer aussi cette dimension. Quand on parle DGS, on intègre cette... Mais alors, qu'est-ce qui les réunit? Qu'est-ce qui nous caractérise, en fait, dans le métier de DGS? Donc, je disais un peu cette dualité changement et sécurité. Et peut-être, j'ajoute quelque chose dans notre rôle auprès des élus, c'est que le DGS, c'est... l'art du métier de DGS, c'est l'intrusion dans la sphère du politique. C'est pas de moi, c'est de Roger Morin, ancien directeur de l'INET, ancien DGS de Brest. Et donc, du coup, puisque la transition vient révolutionner la politique, il faut bien qu'on prenne cette problématique à bras-le-corps. Et le deuxième trait peut-être du DGS, c'est qu'on est l'artisan de la performance publique. Mais performance publique, dans quelle direction? Au profit de quel modèle? Notamment de développement territorial. Donc ça nous invite en fait à reconsidérer la trajectoire et même la destination qui est celle que nous poursuivons. Donc le DGS, c'est un équilibriste traditionnellement aussi. Hein. C'est notre destin en fait d'être à la fois pour le développement et la gestion, avec en tête l'élu développeur, l'élu gestionnaire, avec lesquels on travaille. C'est aussi l'articulation entre le temps long de l'action publique, notamment des investissements, et le temps court de la réactivité, notamment dans le cadre du bloc communal. Et puis, c'est aussi une tension entre faire bien et faire vite. Parce que il faut notamment faire de l'abattage en quelque sorte du programme politique, parce que le temps du mandat il est court et qu'il y a énormément de choses à faire. Voilà. Donc je pense qu'il faut que dans cette perspective, pour aller vers ce que vous disiez tous les deux sur l'approche systémique et prendre en compte la complexité, sans doute adopter de nouveaux référentiels, pousser de nouveaux critères dans le management public territorial. Et je pense en particulier à la volonté d'une nouvelle conception même du territoire. Une conception peut-être moins ethnocentrée autour de la collectivité et plus ouverte sur le rôle des partenaires, leurs interactions, les parties prenantes, etc. Jusqu'aux citoyens, bien sûr. Le deuxième point, peut-être, c'est la sobriété de l'action publique. On a beaucoup grossi, on a beaucoup voulu faire. Peut-être que maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à faire des choix aussi et à laisser faire plus que vouloir faire tout le temps. Et puis peut-être une approche aussi sur la déspécialisation des investissements, des équipements, en essayant de partager les usages, promouvoir le partage des usages et toute la durée, prendre en considération toute la durée de vie de nos politiques publiques ou de nos équipements. Et puis, du coup, les critères d'appréciation, c'est comment on apprécie la valeur ajoutée produite par une politique ou un équipement et le coût global sur toute la durée de vie, recyclage compris, déconstruction comprise quasiment. Et souvent, on n'est pas très bon sur ces questions-là. Voilà, donc ça doit aussi, et je m'arrêterai là, peut-être passer par des processus d'élaboration, mise en œuvre des politiques publiques, plus itératifs et plus participatifs que nos modes d'action traditionnels. Voilà. Donc une nouvelle ambition certainement pour le métier de DGS. Merci pour votre réponse. Autre question, j'évoquais tout à l'heure en introduction la nécessaire, plutôt l'indispensable acculturation. Accompagner, sensibiliser, acculturer et former les équipes, n'est-ce pas là un véritable investissement stratégique? Et ne faut-il pas d'ailleurs commencer par soi-même? Régis Petit. Alors c'est un vaste sujet, la question de la formation. Moi je crois que alors j'ai quelques chiffres là que j'ai ressortis. Il y avait une enquête du CNFPT de mars 2023 qui disait que seuls 35% des cadres territoriaux estiment que la transition écologique est une priorité, ce qui est pas beaucoup encore. Et 81% estiment qu'il va être difficile de concilier les enjeux de la transition et les enjeux financiers, économiques et sociaux. Donc on ne sent pas un mouvement enthousiaste. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tout cela progresse quand même extrêmement rapidement. Moi, je perçois bien que la sensibilité aux questions écologiques progresse beaucoup. Chez les agents, même si ce n'est pas encore assez, chez les élus également d'ailleurs. Il y a
Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de collectivités où on ne parle pas de transition écologique au moins une fois par jour. Donc ça, là-dessus, ça... Oui, mais d'en parler, c'est déjà bien. Mais alors voilà, non, mais on est d'accord, c'est bien d'en parler, et il faut agir ensuite, et on voit bien que là, quand il faut passer à l'action, ça peut être une difficulté. En tout cas, on pressent bien qu'il va falloir qu'on monte en compétences, et d'ailleurs, il y a peut-être aussi un clivage générationnel. D'ailleurs, on sent bien que nos jeunes collègues dans les collectivités nous posent des questions, nous poussent dans nos retranchements, et poussent aussi les élus dans leurs retranchements. En tout cas, moi, je l'observe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus jeune génération pose un certain nombre de questions sur les matériaux biosourcés, lorsqu'on fait une opération, on se pose des questions qu'on ne se serait pas posées il y a encore 10 ans. Donc, questions qui peuvent même être posées, j'ai entendu, dans des recrutements, des entretiens de recrutement. Exactement, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute un nouveau collègue, eh bien, ces questions de valeur, sur ces questions écologiques deviennent un élément, un argument, et les personnes qu'on recrute souhaitent vraiment s'assurer souvent que cette question de la transition écologique est bien prise en compte au sein d'une collectivité dans laquelle ils seraient amenés à venir travailler. Donc on doit forcément adapter les formations à tout cela. La prise de conscience, encore une fois, elle progresse, mais comme vous le disiez à l'instant, elle progresse, mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'ensuite on passe à l'action, et on voit bien que le packaging, enfin c'est pas du bon français ce que je viens d'indiquer, mais enfin le dessin des politiques publiques qu'on est amené à élaborer pour répondre aux questions que nous posent les élus, ça va beaucoup évoluer dans les années qui viennent, et encore une fois, une approche sectorielle ne permettra pas d'y répondre. Et on voit bien qu'on télescope des habitudes un peu anciennes, un peu ancrées, c'est-à-dire que on a parfois des réponses de collègues qui nous disent « mais non, mais moi on fait comme ça depuis 20 ans, je vois pas pourquoi on changerait ». Eh bien, il va falloir changer, et il va falloir véritablement bouleverser nos approches pour prendre en compte cette transition, parce qu'encore une fois, tu l'indiquais, la sobriété, c'était pas forcément quelque chose qui était dans notre logiciel, c'est-à-dire faire mieux avec moins, renoncer à un certain nombre de choses parfois, favoriser une intensification des usages des équipements qu'on est appelé à construire. On reste dans les collectivités des bâtisseurs, entre guillemets. Eh bien, il va falloir se poser des questions sur, plutôt que de faire de nouveaux équipements, peut-être plutôt les rénover, intensifier les usages, je l'ai dit. Donc voilà, tout cela, ce sont de nouvelles approches sur lesquelles on va devoir fortement progresser. Bruno Paulmier, même question, et peut-être votre regard via l'INED peut être aussi intéressant quand on parlait de nouvelles générations. Oui, alors, commencer par soi-même, c'est un impératif absolu. Hein. Si on veut faire partie de la solution et pas du problème quand on est DGS dans la collectivité. Donc, je salue au passage le déploiement que le CNFPT a engagé, avec les 10 engagements du président de l'UGA qu'il avait effectivement rendu public lors du colloque de Bordeaux en mars dernier. Donc un déploiement de formation qui a commencé par le cycle supérieur à la transition pour les 4 dirigeants et qui se multiplie maintenant dans les INSET par des cycles management de la transition écologique et sociale, et qui va ensuite se décliner dans l'ensemble de l'offre de formation du CNFPT. Donc là, vraiment, on peut dire que la formation a été prise à bras-le-corps pour ces questions de transition écologique. Et avec conviction ? Ah oui, absolument. Oui, absolument. Et avec des collègues qui candidatent avec un très haut niveau de motivation et déjà de prise de conscience. Les bons veulent devenir meilleurs, et ceux qui s'estiment avec des carences veulent se mettre à niveau. Il y a un vrai engagement vraiment que j'entends notamment dans les jurys de sélection des candidats. Peut-être, je voulais dire aussi que ça ne va pas de soi, ni la transition, ni le rôle de DGS. Et donc il faut, quand on dit commencer par soi-même, ça veut dire qu'un exercice d'introspection quand même, et d'humilité. On parle souvent du dualisme ambition-humilité pour le DGS. Et donc c'est aussi faire son travail sur quel est mon rôle,
Pourquoi on m'écoute et comment on m'écoute, quelle influence j'ai dans la collectivité, avec les élus, les équipes, parfois les partenaires, ma légitimité donc en tant qu'agent public. Et puis, alors là, c'est un peu plus douloureux, c'est en quoi je trahis le pacte de confiance que j'ai entre la fonction publique et moi, quand je renonce à dire ou à faire ce que je crois juste. Voilà. Et sur la transition, des fois, ça nous met un peu en... il faut des fois être transgressif, aller dire à l'élu, par exemple, non mais là, c'est pas la bonne... ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la sobriété. Voilà. Mais alors, donc ça, c'est la formation, mais la formation, ça suffit pas. C'est pour ça que dans la question, on parlait aussi d'accompagnement. C'est-à-dire que pour qu'une transmission de savoir devienne une vraie compétence acquise, que cette compétence passe dans les pratiques, et que ces pratiques deviennent, dans un cercle vertueux, un apprentissage organisationnel, ça ne va pas de soi. Et là, le rôle du DGS est absolument essentiel. Et ça passe par le recrutement de candidats ou de compétences dans la collectivité, un organigramme qui fixe des responsabilités. Et c'est pas si simple entre le transversal et le spécifique, l'animation d'un processus et puis l'approfondissement dans un secteur d'activité, je pense en particulier aux services techniques, mais pas exclusivement. Et puis donc arriver à combiner tout ça avec peut-être aussi cette étape supplémentaire encore plus subtile qu'est l'articulation entre les délégations des élus et les responsabilités dans les services. Pour que le processus de décision soit adapté par rapport à ce passage à la transition. Hélène Guillet, même question ? Oui, ça va rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites, évidemment. Donc la question de la connaissance, elle est fondamentale. Je ne pense pas que les DG aient besoin d'être des experts. En revanche, il y a une nécessité, de mon point de vue, à bien avoir à l'esprit l'ensemble des éléments qui vont être des leviers autour de cet apprentissage et de tout ce qui concerne les transitions. Alors évidemment, ça passe par un socle de connaissances de base pour éviter les discussions de comptoir de café, comme on peut y être confronté ou y avoir été confronté. Et puis ça passe par des acquisitions aussi de formes de compétences et c'est ce que disait Bruno à l'instant, de modèles à revisiter. Ça veut dire deux choses. Déjà, être assez aligné et être assez au clair, y compris sur ses propres contradictions, parce que c'est modalisant et que c'est aussi bien plus inspirant que d'être dans de l'injonction. Donc ça, c'est une posture. Et je pense que c'est un premier élément très important pour les DG à acquérir, parce qu'on est toujours officiellement coincé entre ce qui était évoqué tout à l'heure, je voudrais bien mais je peux pas, parce que la dimension économique, parce que la dimension politique, et donc il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas agir. Donc pour pouvoir être au clair avec ça, assumer les contradictions, voire sortir de ces zones de confort et prendre quelques risques qui sont inhérents à des impulsions de cette nature-là. Ça veut dire, acquérir de la connaissance sur l'ensemble des champs et je pense aussi à des choses très pratiques comme la gestion de crise, la communication en gestion de crise, parce que c'est le cadre qui est aussi un cadre capacitant pour l'organisation de sécurité, d'assurance et de réassurance des équipes pour dire, mais en cas de grande difficulté, on a en effet un cadre qui est sécurisé. C'est aussi des éléments très clairs autour des innovations sociales qui sont peu présentes aujourd'hui dans les organisations publiques en tant que concept et mise en œuvre, sont aussi des éléments de réflexion autour du modèle économique pour justement sortir des logiques qui sont les nôtres depuis toujours du point de vue économique, avec l'idée que les ressources sont infinies et que le jour où elles seront terminées, on en trouvera bien d'autres. Donc ça veut dire vraiment sortir de ces registres-là. Ça veut dire aussi acquérir de la connaissance globale sur le numérique et éviter de trembler devant les aspects d'intelligence artificielle, de l'ensemble des contradictions que le numérique pose face aux transitions. Sinon, on est dans le ou et on n'est pas dans le et. Et donc, acquérir ces connaissances-là en termes d'enjeux, en termes aussi de capacité à mettre en œuvre pour aller chercher ou des compétences à l'interne ou leur permettre de se développer, ou organiser des recrutements,
ou bien aller chercher des alliances sur le territoire et bien au-delà même de son seul périmètre. Et ça renvoie aux éléments qu'on évoquait tout à l'heure sur l'approche systémique et les coopérations. Et puis, l'autre élément, c'est de se dire qu'on a le pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, c'est aussi changer de logique managériale. Et donc, dans les organisations publiques tout particulièrement, puisqu'on a une présence élue, puisqu'on a une présence usagée, puisqu'on a une présence équipe, qu'on est sur des logiques aussi administratives et relativement bureautiques, quelle que soit la modernité des organisations, c'est admettre qu'on ne peut plus fonctionner sur, et c'est très difficile, sur des logiques cloisonnées, verticales ou horizontales, et que pour autant, on n'est pas dans tout le monde s'occupe de tout et tout le monde décide de tout. Bon, voilà. Donc c'est d'autres manières de penser, c'est d'autres manières d'aborder le rôle et la fonction de DG en acceptant de la subsidiarité là où il n'y en a pas, en impulsant des organisations qui deviennent des organisations capacitantes et apprenantes, parce qu'en effet, si ça tombe d'un endroit ou si ça arrive par des expertises, là, en termes de durabilité, voilà, il y a peu de chances pour que ça tienne. Et le but, c'est en tout cas pour le SNDGCT qui travaille sur ces questions-là, y compris avec le CNFPT, y compris en sensibilisation, c'est d'infuser et de disposer aussi d'éléments clés qui vont être des impulseurs et des moteurs. Dernière, parce que le temps avance, dernière question. La transition écologique peut être perçue, et souvent perçue même par les citoyens et les agents, comme une source d'inquiétude, voire d'angoisse. À l'inverse, elle peut être aussi perçue comme une occasion extraordinaire de transformation managériale, de construire ensemble, voire de réenchanter la démocratie locale. Dans ce contexte, quelle place, quel rôle et quel récit pour les DGS ? Bruno Paulmy, en plus, je crois qu'il y a une formulation qui vient de vous. Votre réponse. Par contre, je vais vous demander à tous les trois peut-être des réponses plus courtes. Mais en fait, je crois qu'on est dans un paroxysme d'un côté l'accumulation des mauvaises nouvelles, c'est tous les jours, et puis un sentiment un peu diffus du poids des représentations, de l'histoire, des chaînes en fait qui nous empêchent d'agir, et libérer, casser les chaînes, briser les chaînes, permettre qu'émerge du pouvoir d'agir à la fois pour les agents et pour les citoyens, c'est le meilleur remède à l'éco-anxiété en fait. Voilà, à partir du moment où dès qu'on vous passe la possibilité, qu'on vous laisse la possibilité d'agir, l'angoisse tombe d'un coup. Et tout d'un coup, en plus, on se trouve dans un collectif et de nouvelles solidarités qui se créent. On le voit bien avec les initiatives citoyennes, par exemple, où ce qui paraissait impossible, improbable, devient tout d'un coup, on s'aperçoit que ça existe, que c'est en œuvre et que ça fait des petits, qu'il y a contagion. Donc, on a je pense que la transition écologique nous donne une opportunité inédite. Je pense notamment aux coopérations. Il faut absolument qu'on soit dans toutes les formes de coopération possibles entre secteur public et secteur privé. Alors évidemment, à l'intérieur de l'organisation, on a quand même une essence bureaucratique qu'il faut savoir un travers, un ADN qu'il faut quand même arriver à corriger. Mais coopération entre les collectivités locales, ce qui n'est pas gagné non plus, ni verticalement ni horizontalement. Coopération avec les services de l'État, coopération avec le secteur privé, avec le secteur associatif, etc. C'est un vrai défi. Donc, pour le DGS, je pense que c'est aussi une corde supplémentaire à son arc qu'il faut savoir comment cultiver, entretenir, il faut savoir s'entourer, il faut savoir fixer des objectifs en la matière. Voilà, donc ça passe par un management sans doute authentiquement plus transversal. On ne peut pas être dans le faux semblant. Et puis, libérer du pouvoir d'agir aux agents, c'est indispensable, cadre et agents. Et puis, des politiques publiques aussi plus ouvertes et plus négociées, partagées, co-construites avec les parties prenantes du territoire. Donc voilà, que le DGS, en termes de récit, soit aussi celui qui donne des preuves que ça marche, que ça avance et qu'on a raison d'avoir confiance.
plus difficile mais passionnant. J'ai envie de résumer. Régis Petit, même question. Moi, je pense que le président de la DGCF que je suis pense que l'intercommunalité, c'est vraiment le pivot, l'échelon territorial à vraiment adapter à la transition écologique. D'ailleurs, nous sommes des établissements de coopération intercommunale et la coopération, ça fait partie de l'ADN des intercommunalités. On a eu l'habitude, depuis toujours, de faire travailler des communes ensemble qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs au départ. Donc la coopération, ça fait partie de l'ADN de l'intercommunalité et je pense que de ce point de vue-là, les DG d'interco ont cette habitude profonde. De compromis, voire de consensus. Exactement. Ensuite, l'interterritorialité, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui se développe beaucoup. D'ailleurs, il y a des structures, des pôles métropolitains, des SCOT, des ententes. Sur l'axe Seine, il y a une entente qui part de Paris jusqu'au Havre. Les PETR. Voilà, il y a eu plein de cadres, de ce que j'appelle moi, on est souvent sévère avec ces cadres en disant oui, mais à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, je pense que l'essentiel, c'est que c'est un espace de dialogue où les élus peuvent se parler. Ça peut paraître rien, mais c'est essentiel à mon sens. Et donc, cette habitude de coopération est, je pense, clairement un atout à l'échelle des intercommunalités. Et donc, c'est un élément qui, moi, me paraît important. Après, au sein de nos propres équipes, il faut on parle tous de transversalité, de mode projet, etc. On en parle. C'est pas si simple que ça au quotidien à mettre en œuvre, parce que tout le monde est d'accord sur le principe, mais je vais être un peu trivial, mais quand votre chef vous demande quelque chose, ou quand un collègue en transversalité vous demande quelque chose, il y a une petite priorité qui sera toujours donnée à votre chef. Et donc l'approche en silo, elle nous est un peu, elle est dans les organigrammes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du changement, finalement, peut-être que ça va nous imposer, parce que la transversalité, on peut en parler, mais c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Il faut pas idéaliser tout cela, c'est pas quelque chose, ça bouleverse véritablement nos habitudes et la manière dont on va évaluer aussi les personnes qui sont appelées à intervenir sur ces questions sera un élément extrêmement important. Hélène Guillet, même question, donc quel rôle et quel récit pour les DGS ? C'est un récit en 4 chapitres pour moi. Le premier chapitre, c'est un rôle d'influenceur auquel on est très peu habitué. Ça suppose aussi, là encore, d'acquérir des compétences autour de ça. Ça suppose aussi d'admettre de s'exposer, ce qui n'est pas nécessairement dans l'histoire des DG. Hein. Surtout, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas et vous êtes bien dans l'ombre. Ben non. Et c'est pas parce qu'on est à la lumière qu'on fait de l'ombre aux autres. Donc c'est vraiment cette question de posture et de coopération. Et l'influenceur, ça suppose aussi, ce rôle d'influenceur, ça suppose aussi de prendre des risques. Alors sans jouer les kamikazes, mais qui dit risque dit évidemment tout ce qui va avec des conséquences potentielles sur lesquelles il faut être assez au clair. Ça veut dire influencer, faire du lobbying, enfin bon, voilà, je vais assez vite. Deuxième chapitre, être inspirant. Ce qui est pour moi bien plus puissant que d'être exemplaire. Donc inspirant à la fois dans la manière dont on impulse, dont on se conduit, dont on accepte qu'il y ait des formes d'injonction qui ne soient pas celles du chef, dont on accepte de lâcher prise, dont on montre que aussi on se trompe et on fait des erreurs, qu'on est aussi porteur de contradictions, et donc comment on insuffle cette nouvelle pratique par encore une fois l'inspiration, y compris des inspirations qui peuvent être des inspirations d'ordre conceptuel, d'ordre du quotidien, c'est vraiment sur tous les niveaux. Le troisième chapitre, c'est ce que j'appelle la schizophrénie joyeuse. Et la schizophrénie joyeuse, ça dit quoi quand on est DGS ? Ça dit, et c'est pour moi sans doute un des éléments les plus compliqués, comment on se met à distance de ses convictions propres pour aller sur sa responsabilité d'intervention. Au-delà des philosophies, des idéologies, des dimensions politiques, et en ayant, et je crois que c'est Bruno qui l'exprimait tout à l'heure, parfois aussi pleinement conscience qu'on va aller dire des choses et frotter sur des terrains qui sont pas hyper confort. Et puis le quatrième chapitre, c'est l'exigence, et notamment l'exigence auprès des élus dont on a peu parlé, et l'exigence d'une vision davantage que l'exigence d'une technicité, parce que si les élus sont pas sur la vision et sur le modèle de société voulu pour demain, avec les transitions, on va dire en
en fond, en socle, en infusion, ça va être quand même assez compliqué de parvenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire, mais ça va être bien plus difficile. Et donc, je crois que... déjà pas mal, donc c'est bien. Et donc, je crois que l'un des nouveaux rôles dans ce récit de fonction, c'est de poser cette exigence de vision, de poser aussi cette exigence de la place des élus dans l'ordonnancement territorial, et donc, à contrario, de poser l'exigence de la place des équipes, de la place des acteurs du territoire, et évidemment de la place des DG, qui est l'un des sujets, mais qui aujourd'hui, je reviendrai pour vous en parler si vous le souhaitez, qui est l'un des sujets du SNDG-CT. Et encore une fois, sans faire d'ombre à qui que ce soit. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vraiment un grand merci à vous trois. Merci également aux éditions VK et à la CASDEN Banque Populaire. Je tiens à signaler que la CASDEN est partenaire de vos trois organisations. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Parlez-vous public. Merci.